Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Sommes-nous libres sur le net ? Est-ce que parce que nous n'avons rien à cacher, nous devons tout montrer ? Que font les entreprises de nos données personnelles ? GAFAM, c'est quoi ? Est-ce que c'est une marque de dentifrice ? Si vous vous posez toutes ces questions, c'est que vous n'êtes pas allé au Festival des Libertés Numériques, mais pas de panique, nous y sommes allés avec Alexandre. Le 25 janvier, aux Ateliers du Vent, avait lieu la soirée d'ouverture du festival, avec une conférence intitulée « Données personnelles et vie privée, comment retrouver un pouvoir collectif d'agir ». Animée par Laura Auffrère, doctorante en gestion spécialisée dans l'économie sociale et solidaire, et par Lionel Morel, membre de la Quadrature du Net et juriste, nous avons pu échanger avec eux sur la responsabilité des plateformes qui collectent nos données et comment protéger nos informations de manière collective comme individuelle. Cette année, nous avons senti qu'il était toujours nécessaire d'informer et de former, de faciliter l'apprentissage et la démocratisation d'idées, d'outils et de techniques pour se protéger, pour défendre ses données personnelles et son intimité. Alors on peut faire des choses, c'est-à-dire que dans l'absolu on a le choix en fait, c'est-à-dire vous avez des alternatives à peu près à tous les services qui sont proposés par les géants du net qui vous permettraient dans l'absolu d'avoir un vrai contrôle sur vos données personnelles. Pour le mail, il y a des tas de solutions qui existent qui vous permettent d'héberger vos mails et de ne pas avoir Google par exemple qui scanne vos mails en permanence. Ce qui est compliqué si vous voulez, c'est pas parce que des alternatives techniques existent que les individus vont être portés forcément à les utiliser s'ils doivent faire le choix à l'échelle individuelle. Parce que déjà c'est un petit peu plus complexe à maîtriser et en plus de ça, les plateformes, notamment par exemple les réseaux sociaux, concentrent le plus d'utilisateurs. Et donc ça crée comme un effet d'attraction qui est très très fort. Et c'est difficile à l'échelle individuelle de demander aux gens par exemple de ne pas utiliser Facebook ou de ne pas utiliser Twitter parce que l'ensemble de leur communauté va être là en fait. Et donc c'est pour ça que nous on essaye de mettre l'accent sur la dimension collective et le fait de trouver des moyens d'agir en groupe et en communauté pour défendre les droits, parce qu'il suffira pas d'avoir des alternatives techniques pour essayer d'échapper à l'emprise des grandes entreprises. Mais ce qui est compliqué, c'est que les individus ont l'impression ils ont raison, que seuls c'est très difficile de les faire valoir. Et c'est pour ça que nous à la Quadrature, on a voulu monter une action collective, c'est-à-dire une action qui est portée par tout un ensemble de personnes, qui peuvent être des milliers, pour faire valoir ensemble leurs droits. Et on pense que c'est en recourant à ce type de moyens qui passent notamment par des associations que on a plus de chances d'entraîner en fait les individus dans la défense de leurs droits et de leur liberté. De quels outils juridiques on se dote pour construire des faisceaux d'indices qui clarifieraient l'objet social de ces organisations. En réalité, on est quand même face à des organisations qui ont un objet social très divers finalement. Et puis, ça mériterait aussi la clarification des liens qu'elles entretiennent, des liens commerciaux qu'elles entretiennent avec leurs 10 partenaires, parce que la question est moins celle exclusivement des plateformes que de l'écosystème commercial et financier qui gravite autour et qui fait un écosystème extrêmement lucratif et extrêmement dominant. Donc ça mobilise une série de droits complexes. Ça mobilise le droit du travail, ça mobilise la question du droit commercial, et puis ça mobilise la question du droit fiscal. Mais de manière générale, ça pose la question de la place qu'elles occupent, notamment dans l'espace public, parce que leur caractère ouvert finalement, et le fait que les citoyens soient invités à déposer leur contenu, ça n'exempte pas de la responsabilité. Ça devrait au contraire convoquer une conversation sur à quelle nature d'espace potentiellement public on a affaire et quels moyens on a de les réguler. Et en particulier, ça pose la question de la lucrativité, de la commercialité et des conditions dans lesquelles on offre ces services. La gratuité n'exempte pas ces plateformes d'une certaine responsabilité. Encore faut-il la retisser à travers une diversité de droits. Et c'est vrai qu'à la base, normalement, la notion d'hébergeur, on devait pouvoir la revendiquer à condition d'être passif. Un vrai hébergeur dans la loi, il devrait rester passif. Et si vous regardez YouTube, par exemple, il n'est pas passif parce qu'il a une action de hiérarchisation des contenus et de personnalisation en fonction des préférences des utilisateurs. Donc il y a une forme, par les algorithmes en fait, d'action sur les contenus qui fait qu'on ne devrait pas les considérer comme passifs. Et en plus de ça, ils font du filtrage.
Par exemple, Facebook n'affiche pas dans votre fil l'ensemble des publications de vos relations. Ils en sélectionnent certaines selon vos préférences et ils en écartent d'autres. Donc ils sont plus passifs. Et donc du coup, il y a toute la question de la responsabilité qui devrait être repensée, mais il devrait pas... Alors par contre, il faudrait qu'il y ait des hébergeurs vraiment passifs. Sauf qu'en fait, ça n'existe quasiment plus. Repenser la responsabilité des hébergeurs pour mieux se protéger. Facile à dire, mais comment faire lorsque le droit a souvent un wagon de retard sur Internet ? Je pense pas que le droit soit nécessairement en retard, d'autant plus que le sous-entendu, ce serait que les entreprises prédatrices soient en avance. Et ça correspond vraiment à un certain discours du capitalisme qui veut que finalement l'innovation se passe dans les entreprises et que le système public viendrait s'adapter, ajuster sa composition aux volontés des entreprises. Je pense qu'il faut le voir d'une bien autre manière. La raison pour laquelle on est confronté à des difficultés de législation, c'est parce qu'il y a une forme de malhonnêteté finalement dans la façon dont les services et les outils sont proposés, ça fait couler beaucoup d'encre, ça sollicite nombre de chercheurs pour réussir à essayer de comprendre quel est l'objet exact de ces entreprises très grandes entreprises que sont les GAFAM et leurs confrères et consoeurs. Donc, ce que vient chercher le droit, c'est finalement des nouveaux objets de droit qui vont permettre de faire naître des nouveaux droits aussi pour les citoyens, mais pour faire naître ces objets de droit, il faut bien quand même, dans un premier temps, comprendre d'abord les usages et puis les intentions de ces entreprises. Donc, je dirais pas qu'il est en retard, il est en construction. Et ce qui est porteur d'espoir, finalement, c'est qu'un droit en construction, il peut être discuté aussi avec la société civile. Donc, finalement, d'une part, c'est pas du retard, mais alors, son actualité permet à la société civile de se mobiliser et de se saisir de ce moment de construction pour faire aussi émerger, pas seulement des droits, mais des aspirations à des modèles alternatifs. Donc, je trouve plus intéressant de considérer ça comme un moment où il va falloir prendre son temps pour discuter vraiment de l'espace numérique que l'on souhaite. Le RGPD, donc le Règlement Général de Protection des Données, il est rentré en vigueur en mai de l'année dernière. Et donc c'est un règlement européen. Mais il faut voir en fait qu'il y avait déjà une loi en France qui s'appelle la loi Informatique et Liberté, qui date de 1978. Donc c'est très ancien, c'est avant Internet et bien avant tout ce qu'on en voit en termes d'innovation numérique. Mais on estime que dans le RGPD, il n'y a que un quart de choses en plus par rapport à ce qu'il y avait déjà dans la loi 78. Et les concepts de base du RGPD, ils existaient déjà en fait dans la loi 78. La définition des données personnelles, les droits des individus, etc. Donc en fait, la loi française en 78, elle avait quand même anticipé déjà beaucoup de choses. Après maintenant, il faut rendre ces droits effectifs. Ça, c'est plus compliqué. Aller attraper une plateforme qui est américaine, par exemple, et la soumettre aux droits européens, c'est pas si simple que ça. Ils ont développé des tas de stratégies d'évitement. Mais dans le RGPD, il y a des choses aussi qui permettent d'être sûr maintenant qu'une plateforme comme Google ou Facebook ne pourra plus échapper à l'application du droit européen. Donc voilà, c'est un peu un jeu du chat à la souris, mais il y a quand même un peu d'espoir sur l'application du RGPD. Le RGPD, dernier bastion pour protéger nos données convoitées. Car oui, nos données personnelles valent quelque chose pour les entreprises. Elles sont les clés recherchées pour mieux cerner les désirs du consommateur. Alors maintenant, est-ce qu'il faut se laisser faire, vendre nos données ou bien demander à avoir le pouvoir de les effacer ? Si on parle de ce que devraient payer les plateformes, il vaudrait 100 fois mieux qu'elles payent leurs impôts. Ce serait déjà un progrès énorme qu'on les soumette à l'impôt, et ce serait beaucoup plus d'ailleurs efficace et juste qu'elles payent cette rémunération, plutôt que d'aller imaginer une rémunération de l'utilisateur qui serait payée, parce qu'une fois que la plateforme vous paye, c'est la fin de la discussion sur l'usage des données. Vous acceptez une rémunération et c'est fini en fait. Vous pouvez plus discuter de qu'est-ce que la plateforme va faire. On deviendrait des sortes de pseudo-employés des plateformes. Et en fait, une fois que vous avez reçu une sorte de salaire, des tâcherons, certains disent, voilà, on serait des tâcherons numériques. Et en fait, ce sera la fin de la discussion. Alors qu'aujourd'hui, on n'est certes pas payé, mais une fois que la plateforme récupère les données, elle ne peut pas en faire ce qu'elle veut. On a des droits à faire valoir. Donc qu'est-ce qu'on préfère avoir ? Est-ce qu'on préfère avoir une rémunération ou des droits ? Bon, nous on préférait qu'on ait des droits plutôt qu'une petite rémunération, quoi. Cette question de la disparition des données, elle est un peu complexe parce qu'il n'y a pas une seule nature de personne morale ou de personne physique en droit. Et en particulier, le droit à l'information s'intéresse à cette question-là, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que vous pouvez faire disparaître, par exemple, des informations compromettantes. Donc là, il y a quand même quelque chose d'un peu subtil à regarder.
en particulier vis-à-vis de la nature de ce que ces données expriment et de qui elles émanent. Il est bien évident que des organisations et des personnes morales, à mon sens, la question de leurs données ne doit pas se traiter de la même façon que celle des individus. Ceci étant dit, les individus doivent aussi pouvoir être reconnus et à travers une diversité d'informations sur le long terme. Tout le travail de journalisme, par exemple, c'est de traiter un certain nombre de ces informations. L'équilibre, il va être difficile à trouver. La question, c'est encore une fois, d'où émanent ces informations. C'est pas la même chose d'avoir des informations qui sont un croisement de données construit dans un but d'expression et d'avoir une myriade de données dont vous n'avez jamais décidé qu'elles soient ne serait-ce que produites en réalité. Donc là, il y a quelque chose de plus fin à déterminer. Et pour aller tout à fait dans ton sens, dans le RGPD, il y a un droit à l'oubli qui a été consacré pour les individus. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un droit absolu. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, vous pouvez demander à ce que vos traces disparaissent, notamment à ce qu'elles ne soient pas indexées par les moteurs de recherche. Mais ce n'est pas un droit absolu parce que le RGPD reconnaît aussi le droit à l'information. Et donc du coup, il y a un équilibre à faire. Et par exemple, si vous avez subi une condamnation en justice, c'est pas certain qu'on vous accordera un droit à l'oubli absolu. Parce qu'on considère que le public peut aussi avoir droit à ce qu'on sache que vous avez eu à un moment donné une condamnation en justice. Vous êtes un patron, vous avez fait de la fraude fiscale, je sais pas, voilà. Vous avez été condamné en justice, le public a aussi le droit quand même de savoir que vous avez subi cette condamnation. Et vous n'avez pas forcément un droit absolu à faire disparaître cette information, qui a aussi une valeur historique quelque part. Voilà. Donc c'est très compliqué l'équilibre entre les deux. Et c'est assez amusant de voir que c'est le patron d'Apple qui défend ça. Parce qu'Apple n'a pas tout à fait le même business model. Eux, ils vendent des matériels. Ils ne sont pas comme Google ou Facebook qui ont un business model directement basé sur les données. Et ils essaient de se construire une sorte de différence par rapport aux autres GAFAM en disant nous on est plus dans la protection des données de nos clients. Qui le crut, Apple est quand même plus respectueux de la vie privée de ses clients que Facebook ou Google. Si ce que vous avez entendu vous a étonné, le Festival des libertés numériques se poursuit toute la semaine. Et évidemment, Syllab va continuer de couvrir cet événement exclusif au Grand Ouest. Internet, c'est de la connerie à blanc.